Donc, je viens de vous envoyer le quiz sur les transformations physiques, donc on va faire les exercices maintenant. Vous avez jusqu'à vendredi, c'est marqué dans Pronote. Il y a le lien dans Pronote, il y a le lien par mail. Vendredi 18h, vous êtes là. 18h? Ça va, tu vendredi, on finit à. Non, c'est grave. On a moins de temps. Moi, j'ai. Alors là, après, tu peux te mettre. J'avais envie de dire. Bon, on avait fait quel exemple? On avait fait ou pas déjà? Je sais plus. Là, c'est quel chapitre? On avait corrigé le 11. D'accord. Et page 133. Ah oui, il y en avait plein. Et donc, il nous reste le 12. Le 12, le 23, le 24, le 25. Alors, il nous reste très peu de cours jusqu'à la fin de l'année. Donc, plein de quiz qui vont pas arrêter de s'enchaîner. Vous étirez? Ah, tant mieux. Chaque semaine. Chaque semaine, quiz. Ça va, il n'y a plus qu'une semaine. 12 pages 133. Il y avait le temps avec lui. J'étais content de plus en avoir. Et maintenant, vous vous concentrez. C'est parti. Vous avez 1h30 pour faire tous les exos. Bah ouais, on va tous les faire. Mais non, tu les fais. Bah, vous les mettez avec nous? Bah oui. Et vous étiez censé les faire, les préparer. Je les étais. Bah alors, donc tu vas pouvoir faire la correction. Thomas, Jeanne, Thomas, Paul, Thomas. C'est la phrase chef de l'année. Alors, on se tait maintenant. 2 fois. Alors, de l'éther versé sur la peau procure une sensation de froid. Expliquez ce phénomène. Premièrement. Non, j'en ai pas une minute. Donc, quand vous mettez, est-ce que vous avez déjà mis de l'éther sur la peau? Non. Est-ce que je peux essayer de mettre de l'éther? J'en ai pas. De toute façon, on a tout là. Allez. On vous donne 2 indications. On vous donne comme données la température d'ébullition de l'éther et l'énergie massive de vaporisation de l'éther. Température d'ébullition, elle est à 35 degrés. Donc pour la première question, expliquez le phénomène de sensation de froid. Sensation. Donc, alors, Bergano. Non, là, je veux le silence. C'est simple, si j'obtiens pas le silence, maintenant, vous faites en feuille, sur papier. D'accord? Et je le ramasse. Tous. Si la température de vaporisation de l'éther est de 35 degrés, que le corps est à 37 degrés, ben on va ressentir du froid, mais ça va s'évaporer, donc ça va être, comment dire, ça va être court sur la durée. Ouais, mais pourquoi tu ressens du froid? Parce que ça va s'évaporer. Parce que Ça manque d'argumentation. ça a nécessité de l'énergie. Ouais. Et donc ça va la prendre à notre peau et donc la refroidir. Exactement. Pourquoi on a cette sensation de froid? C'est simplement parce que pour pouvoir s'évaporer, l'éther va prendre l'énergie quelque part. D'accord? C'est une réaction qui est comment? Endothermie. D'accord? Donc il y a besoin d'énergie pour pouvoir se réaliser. Donc comme la réaction est endothermique, et ben forcément, elle va piquer l'énergie à la peau. Cette énergie, elle la prend sous quelle forme? De température. Alors, la température, c'est pas une énergie. Ça va représenter, si vous voulez, L'énergie thermique. une énergie thermique, donc de la chaleur. Donc ça va prendre de la chaleur au niveau de la peau, là où l'éther est en contact. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben justement, au niveau du contact de la peau et de l'éther, ben comme l'énergie qui est donnée par la peau à l'éther, ça va faire diminuer la température de la peau. Et donc, vous avez une sensation de froid. Cette sensation de froid, c'est simplement une sensation d'abaissement de température. C'est clair ou pas? Oui. Alors, donc, au contact de la peau, l'éther liquide va passer dans quelle phase?
En phase. En phase de... Qu'est-ce que c'est qu'une phase? Une gazeuse. Phase gazeuse. Les phases que vous devez connaître, la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. C'est les états. C'est les états. Donc, on ne va plus trop parler d'états, ça c'était plutôt au collège. Maintenant, on va parler de phase. Donc, on va passer en phase gazeuse. Cette transformation, on l'appelle comment? Quand on passe de liquide à gazeux. Non, c'est pas la gazification. La vaporisation. La vaporisation. Cette vaporisation est une réaction de quel type? Une réaction, une transformation physique qui est endothermique ou exothermique? Endothermique. Ça veut dire quoi endothermique? Alors, qui me redéfinit le terme endothermique? Ben, c'est quand on produit de la chaleur. Non. On utilise l'énergie thermique pour Alors, on utilise de l'énergie pour pouvoir, évaporer. voilà, elle a besoin. Jeanne, tu peux me dire comment ça? Voilà, elle a besoin d'absorber de l'énergie pour avoir lieu. D'accord. Donc, c'est une transformation physique endothermique. D'accord. Donc, elle capte l'énergie, alors je l'écris comme ça, syntaxe, du milieu extérieur, la peau, ici c'est la peau, le milieu extérieur, pour la transférer à qui? À l'air. À la vapeur. Enfin, à l'éther. À l'éther, gazeux. tout bêtement. Pour la transférer à l'éther. Il y a donc diminution de la température de la peau. D'où la sensation de froid. Voilà, là, aucun calcul, c'est simplement l'explication. D'accord? Explication d'un phénomène. En ligne, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Il voit, ouais. Ah ouais, ils sont pas beaucoup. Bah, on sait, hein, on vous a tous perdu. Deux, si la masse d'éther était de 5 grammes, calcule la quantité d'énergie transférée par la peau lors de ce changement. Donc, allez, correctement, c'est un titre. Énergie transférée. Alors, comment calculer? Quand on a un changement d'état, on utilise l'énergie massive de vaporisation qui vous est donnée. Et pour avoir cette énergie qu'on majuscule, c'est égal à M éther fois la chaleur latente de vaporisation. Ça vous est donné. Donc, vous n'avez plus qu'à faire l'application des deux. Alors, la masse d'éther, elle est à 5 grammes. Il faut mettre en quelle unité? En kilogrammes. Et la chaleur latente, elle est donnée à 376,5 kilojoules par kilogramme. Le résultat sera en quelle unité? Kilojoules. Donc, quand on fait le calcul, on trouve du 1,9 kJ. Donc, si vous versez 5 grammes d'éther sur la main, l'éther va se vaporiser et va piquer 1,9 kJ. Moi, je trouve pas ça. Pourquoi? 18,825. D'accord, chiffre significatif.
Ah, ah oui. Et si on met 1,9, il ne faut pas faire 10 puissance quelque chose après? Bah non. Alors. Parce que tu as encore écrit 5 fois 10. Il faut l'écrire 5, 10, moins 3, 3. Je ne sais pas combien de fois tu le dis. 5, 10, 3. Oui, parce qu'il a, lui, sur sa calculette, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit 5 fois 10, E, moins 3. Mais E, c'est le 10 plus. Bah oui, donc tu n'as pas besoin d'écrire le 10, tu l'écris juste 5, 2, moins 3. C'est tout. Hop. Sinon, vous vous plantez avec. Bah non, il m'a enlevé les facteurs. Si vous voulez changer des facteurs. C'est un point addition. Ça y est, je suis au tableau. C'était pas filmé. Non, jamais. Je ne sais pas ce genre de choses. C'est bon pour l'Exo 12? Des questions? Ce sera exactement ce genre de questions que vous allez avoir dans votre quiz. Il n'y a pas de questions orales, il n'y a pas de questions. Il est très classique. Hein. C'est un QCM, il y a un peu des agencements à faire. Hein? Avant quand? Avant vendredi? Non, vendredi 18h, max. Monsieur, on a cours. Mercredi après-midi. Mais tu termines à 11h. Ah ouais? Mais tu termines à 11h. Il y a 16h. C'est ce qu'on Oui, mais entre-temps, t'as un trou de 6 Et il y a mercredi après-midi, il y a jeudi, il y a vendredi. Et il y a Vendredi, faire 3 tours. Mais de toute façon, c'est comme ça, puis c'est tout. Ah, bah c'est là, qui est le truc. Il se plaint pas. Plus de. Merci monsieur. Là, je suis fier de vous. Au moins que j'ai 100, vous voyez. On va entendre ça. Le 23, libérer ou capter de la chaleur. Alors, on y va. C'est terminé déjà. 23 page 137. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la vapeur d'eau. De la vapeur d'eau pénètre dans le tuyau par le haut, puis circule dans le serpentin. De l'eau liquide est récupérée à la sortie du bas. Bon, je vais essayer de faire un petit schéma. Donc, on a notre serpentin. Wow, quel talent. On a vu ça. Vapeur d'eau. Donc là, on a de la vapeur qui rentre par là. Et en dessous, on le récupère de l'eau liquide. Il a fait PA. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on a de l'air froid. On remonte. On a de l'air chaud. Est-ce que ça vous semble logique? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce qu'on récupère de l'eau liquide à l'air? Il y a un transfert d'énergie de la vapeur vers l'air. Et du coup, elle se liquéfie. Exactement. L'air froid va absorber la chaleur donnée par la vapeur d'eau. Et donc la vapeur d'eau va perdre de l'énergie. Et donc elle va changer d'état pour devenir. Elle subit quel type de transformation? Une. Quand on passe de l'état liquide, de l'état gazeux à l'état liquéfacté. D'accord. Alors, bah justement, c'est les premières questions. Écrire l'équation du changement d'état supplié par l'eau et donner son chronomètre. Donc, première question. Équation du changement d'état.
Donc au départ, on a de l'eau, H2O, qui est sous forme gazeuse, qui se transforme en H2O sous forme liquide. D'accord. Là, les transformations physiques, c'est vraiment simple. Il n'y a rien de compliqué. Et ça, c'est ce qu'on appelle une liquéfaction. Monsieur, Voilà. là c'était une vapeur de gaz liquide. Ah, mais c'est quoi déjà? De quoi? De solide à liquide. Solide à liquide. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est liquéfaction. Voilà, C'est la fusion. La fusion. Ça, faut vraiment que vous les connaissiez. Ah oui, monsieur, on va demander que les trois principales. Oui, ça c'est au collège. Et tu sais, maintenant, on grandit, on passe au lycée. Et donc, on apprend encore plus de choses. Monsieur, le prof de physique. C'est un bouchon, il est très bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ton masque. Il descend tout seul. Oui, bah tu le remets. Sinon, je vais te le scotcher, je vais t'agrafer. Et la graffeuse. Tu vas avoir le boucher. C'est mou. Le nez, tu sais, il doit être hyper. Mais c'est vrai, monsieur. Mais il faut mettre Ça sert à rien. Le changement d'état subi par l'eau est-il exothermique ou endothermique? On va mettre exo ou endothermique. L'eau subit une transformation. Alors, avec quel type la transformation que subit l'eau? Exothermique. Ok, pourquoi? Ben, parce que le changement d'état, c'est liquéfaction. Ah non, je sais pourquoi. Essaie de raisonner du point de vue énergétique. Comment se fait le transfert d'énergie, Paul? Parce que comme elle perd de l'énergie, c'est exothermique. Voilà. En fait, on ne va pas dire qu'elle perd d'énergie, vous allez plutôt dire Elle libère. qu'elle transfère son énergie à l'air. Ce qui va permettre justement de réchauffer l'air. D'accord? Donc, l'eau subit une transformation exothermique car elle transfère une partie de son énergie à l'air. Je sais que je suis préféré. Merci. Le dernier patient, on va le voir. Monsieur, il vient d'aller le chercher. Non. C'est pour l'autre paire de À quoi peut servir ce dispositif? Là, à quoi ça sert un peu comme ça? Ah, je sais, de moi. l'alcool. C'est pour les parfums, ils utilisent ça. Soyons un peu plus précis. Mais le parfum, quand ils font dans la marmite ou dans le Dans truc. la marmite. Non, pas dans la marmite, mais dans le bidule. Comment ça s'appelle? Un alambic, voilà. Je cherchais le mot. Et bien, ça fait de la vapeur. De l'eau distillée, par exemple. Par exemple, pourquoi pas? Et donc la vapeur, après ils la réchauffent. Et après ils peuvent utiliser le... Bon, en fait, on a deux utilisations. Extraire de l'alcool aussi. En chimie, on s'en sert énormément. Pour l'éthanol. Ben justement, parce que quand vous faites une réaction chimique, très souvent, vous faites des réactions qui sont à chaud. Et donc, vous allez créer des produits de la réaction qui vont être sous forme gazeuse. Et donc, le but, c'est de récupérer ces produits. Donc, il va falloir les liquéfier. Comment on les liquéfie? Grâce à un alambic. En général, on appelle ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de distillation. On n'aura pas le temps de faire le TP de distillation cette année. Merci le Covid. Merci les Chinois. Donc, 3. Pour
moi, c'est la photo. Bah, disons qu'il me reste réaction chimique, réaction nucléaire. S'il vous plaît, monsieur, pour qu'on fasse la réaction. Ah oui, mais ça, je vais le faire. Alors, utilisation. En chimie, alors, comment j'avais mis ça pour condenser les vapeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle là. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, c'est toujours connecté, monsieur. Ouais, il n'y a pas de nouveau message. Non, mais c'est moi, là, j'ai fait. C'est ce qu'on appelle la distillation. Et en fait, une autre utilisation, bah, c'est pour chauffer l'air. Voilà, deux utilisations qu'on peut sortir. C'est bon pour l'exercice 23. Monsieur. En ligne, c'est bon. C'est le même principe. Un quoi? Oui, exactement. Un radiateur, enfin un radiateur où on fait passer de l'eau chaude à l'intérieur, c'est un peu le même principe. Alors, c'est que de l'eau, on reste à l'état liquide. C'est de l'eau chaude en entrée, de l'eau chaude en sortie. Et en fait, en sortie, l'eau est un peu moins chaude. Un peu comme qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Je ne savais même pas ce qu'il allait dire, mais il fallait qu'il parle. Monsieur, Un cumulus. Franchement, il y a... Ben là, on commence à travailler les bases du cumulus, etc. Et en fait, vous travaillerez sur le fonctionnement d'un cumulus si vous faites la terminale en spécialité. Question. vous savez comment dit notre conseil? Mais la techno... La... Ton masque, ton masque, ton masque. Oui, bah moi aussi. Elle a dit le 2 juin. À partir du 2 juin, elle a dit. Un jour, on va compter dans un cours le nombre de fois qu'on aura dit ça. Je dois le dire. Le 24, climatisation automobile. Alors celui-là, il est un petit peu plus costaud. Donc le 24, page 137. Vous avez des feuilles blanches ici? J'ai une question. En fait, j'ai plus la place. Merci, monsieur. Mais pas autant. Il m'a ramené un imprimant. Alors, dans les pompes à chaleur qui assurent le fonctionnement des climatiseurs, circule un fluide qui est le fluide frigorigène. Et le fluide subit une série de changements d'état et permet ainsi des échanges thermiques. Alors le fluide qui est utilisé, c'est le R1234YF, destiné dans les climatiseurs, les climatisations automobiles. C'est un fluide qui réduit l'impact environnemental parce que vous savez que ça consomme énormément la climatisation. Beaucoup. Et donc le but c'est de trouver maintenant des transformations physiques qui permettent d'assurer une climatisation un peu plus écolo, même si ce ne sera jamais écolo à partir du moment où vous mettez. Dans l'évaporateur, le fluide passe de l'état liquide à l'état gazeux. L'énergie transférée est alors de 607,6 puissance 3 joules. Calcule la masse de fluide concernée par ce changement d'état. Donc la première question, on vous demande de calculer la masse de fluide. Masse M de fluide. Donc ce qu'on vous donne, c'est quoi? Mais non. Il y a la masse volumique. Ah, il y a la masse volumique qui vous est donnée. Il y a la température d'ébullition et fusion. Ouais. Est-ce qu'on en a besoin des températures? Pas trop. Non, pas trop. Et on a l'énergie latente. La chaleur latente, vous en avez deux. Vous avez la vaporisation et la fusion. Laquelle vous allez utiliser?
De fusion. C'est de fusion. Quand on passe de quel état à quel état? Fusion, c'est. Liquide et gazeux. Donc, c'est quoi comme type de transformation? Vaporisation. Ok, d'accord. Donc, vous savez en fait que l'énergie échangée est égale à la masse multipliée par L vaporisation. Alors, comment ils l'ont écrit? Ils ont écrit vaporisation en entier. On reprend les notations de l'énoncé. Donc, comment vous trouvez la masse? Bah, c'est ça. Donc, non, tu te tais. Tu mets ton masque et tu te tais. Bon, vas-y. M égale Q fois N. Q sur N. Non, c'est Q sur N. Si c'est multiplié et que tu veux isoler M, tu le fais passer de l'autre côté, la multiplication devient une division. Une chance sur deux. Oui, non, mais c'est même pas une question de chance, c'est une question de comprendre les maths. Comprends, c'est Q sur N. Donc, vous allez dire que M, c'est l'énergie transférée divisée par la chaleur latente de vaporisation. Et hop, c'est fini, on fait l'application numérique. Ah, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne M. Pardon, on nous donne Q en 607,6 puissance 3. Moi, je vais le mettre en kilojoules, puisque en dessous, on est en kilojoules par kilogramme. C'est 180. Combien de chiffres significatifs doit avoir le résultat? Raté. Le numérateur, vous avez 4 chiffres significatifs. Le dénominateur, 4 chiffres significatifs. Donc le résultat. Maëlie, chute. Donc au final, on trouve 3,367. Ensuite, quel volume de liquide cela représente? Ça, c'était le premier chapitre qu'on a fait cette année. On n'a pas terminé, on n'était pas en hybride, donc vous devez le savoir. Le mot est du liquide. Si j'appuie en croix, 1 kg par litre. Madame Agostini, elle vous autorise à dire qu'est-ce qu'il en croit? Ouais, moi je fais ce que je veux. Voilà, le coco, ça va pas se passer comme ça, je le dis. On fait poids. Ah oui, Ça veut rien dire. un produit. On fait la masse sur la masse volumique. Ah, développe. On sait que la masse volumique c'est égal à M sur V, donc V est égal à M sur la masse volumique. Et là, vous faites votre application numérique. Donc la masse, on a du 3,376 en kilogrammes, et ρ, il est comment? Ah, on a 1,263 kg par décimètre cube. C'est pareil que quoi? Des décimètres cubes, c'est quoi en volume? C'est quoi comme volume? Pareil que des litres. Donc on peut directement mettre. C'est pareil que 1,263. Donc là on a kilogrammes. Ça c'est kilogrammes par litre. Le résultat sera en quelle unité? En kilogrammes par litre. Kilogramme. Je vais remplir la question. En quelle unité sera le volume à la fin? En litres. En litre. Ouais, puisque vous avez les kilogrammes qui se simplifient, il y a des 1 sur L-1, ça fait des 1. Donc ça nous donne 2,650. Oh, là. Non, mais après, on est filmé dessus.
Pour ça, maintenant, ça pose la question. Avant que tu prendre le message. Éclectique. Faut dire. Quoi? Éclectique. La musique éclectique. C'est une petite j'imagine. D'électro. Ah voilà. De l'électro. Monsieur, ça y est. Mais la vraie. Monsieur, je suis désolé, ça y est. Et l'image de vous comme ça. Ça, c'est quoi? Un autre ami. En comics, manga. Oui, planter les choux. Ouais, voilà. Chanson traditionnelle. Alors, dans le condensateur, le fluide subit une liquéfaction. Le fluide subit une liquéfaction. Sans faire de calcul, quelle serait la quantité d'énergie transférée dans le condenseur? Donc, 3 énergie transférée dans le condenseur. Alors, le fluide, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il était liquide et on l'a transformé en gaz. D'accord? Donc ça a permis de faire quoi? Du point de vue énergétique, pour le transformer en gaz, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est exothermique ou endothermique cette réaction? Endothermique. Endothermique. D'accord? Donc on est obligé de prendre de l'énergie du système extérieur. En fait, c'est comme ça que ça marche une pompe à chaleur. Ça pompe la chaleur de l'extérieur pour transformer le fluide de l'état liquide à l'état gazeux. Sauf qu'au bout d'un moment, on garde le même fluide dans le tuyau. Donc, ce gaz, qu'est-ce qu'il faut en faire après? Il faut le refroidir pour que de nouveau, il redevienne liquide. Donc ça, c'est le rôle du condenseur. Le condenseur, pour fonctionner, cette fois-ci, la transformation, c'est de passer du gaz au liquide. La réaction va être de quel type? Exothermique. Donc la libération de chaleur. Donc l'énergie qu'on a captée de l'air à l'intérieur de la pièce, il va falloir la rejeter. Où est-ce qu'on la rejette? On la rejette où? Dans la pièce? Non, mais Oui, dans l'air extérieur. C'est pour ça que dans un climatiseur, en fait, vous avez un gros bloc à l'intérieur et à l'extérieur, vous avez un bloc qui ressort l'air qui a été chauffé de façon à condenser le gaz. Mais donc c'est pour ça qu'on dit que ça pollue parce que ça réchauffe l'air. Exactement. On réchauffe l'air extérieur. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement on transfère de l'énergie de l'intérieur d'une pièce, d'une maison, vers l'extérieur. Alors c'est sûr, un climatiseur tout seul, par rapport à la quantité d'air extérieur, c'est pas énorme. Maintenant imaginez, chaque habitation possède un climatiseur. Et je pense que vous êtes déjà passé à côté de ces moteurs de climatiseurs qui sont à l'extérieur. C'est chaud. En été, ça fait l'hiver. Là, ça réchauffe l'air extérieur. Et donc ça participe au réchauffement climatique. D'accord? Donc l'énergie qui est transférée dans le condenseur, sans calcul, ça va être combien? 180 kg par kilo. 607,6. C'est la même énergie que tout à l'heure. Non, sauf que cette fois-ci, elle sera transformée à l'extérieur. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Donc, comment on dit? Donc, ce sera la même quantité d'énergie. Quantité d'énergie sera transférée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du même fluide. D'accord? Il subit juste la transformation inverse. Et cette fois-ci, cette énergie est libérée
à l'extérieur pour transformer le gaz en liquide. Voilà exactement ce qui se passe dans un climatiseur. Le 27. On va pouvoir commencer le cours sur la réaction chimique. Le 27. Ouais, tu ne peux pas savoir aussi. Tellement. Monsieur, après le conseil, vous continuez le programme. Vous, vos cours s'arrêtent le jour. Le 14. Votre conseil aura le 14 juin. Non, c'est le 2. Non, les secondes, c'est entre le 2 et le 3. Un Béliard nous a dit, donc c'est des sources sûres. Ton masque! Je ne pousse pas. Bah justement, raison de plus! De coup en Paul. Il fout 3 heures et puis il ira contaminer Madame Matisiac. Je suis immunisé. Oui, mais les autres, non. Le nez. Ah. Mais je l'ai eu. Et alors, c'est pas parce que tu l'as eu, tu dois protéger les autres. Tu comprends pas ça? Le nez! Non, mais tu veux vraiment que j'appelle Matisiac là? Si vous voulez, je peux l'appeler, j'ai des relations très. Très bien placé. Oui, je sais, avec le nombre d'heures de colle que tu t'es tapé, ça m'étonne pas. Très personnelles. Bergano! Quoi? Excusez-moi. Tu vois, t'avais réussi à le deuxième trimestre. C'était pas possible. Non, c'est parce que c'est là. C'était pas possible un troisième. D'accord. Là, d'accord. C'est facilement malléable. Jeanne, ton masque! En fait, monsieur, c'est pas moi, c'est Maëlys qui m'en dit. Non, c'est pas possible. Le 27 page 130. L'aluminium. Alors, l'aluminium à température ambiante, il est sous quelle phase? Solide. Ah oui. En fait, la température de fusion de l'aluminium, C'est liquide. elle est à 660 degrés. Ah. Ça veut dire, si je mets de l'aluminium dans une ambiance de température supérieure à 660 degrés, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Ça fout. Ouais, donc ça devient sous quelle phase? Liquide. Là, une phase liquide. Donc ça, l'expression, le terme, le type de transformation. Liquéfaction. Raté. Non, fusion. Fusion. C'est marqué. Solide à liquide, fusion. Ah oui, voilà. Oui. Gaz à liquide. Liquéfaction. C'est pas compliqué. Il faut juste apprendre ton cours. Oui. Et ça, j'ai dit. Quelle masse de métal pourrait-on faire fondre à 660 degrés en transformant une quantité d'énergie de 1,04 10 puissance 7 joules? Comment on fait? Bon, allez. Allez, Romain. Moi j'ai fait M est égal à Q sur L, et après j'ai fait 1,04 fois 10 puissance 7 divisé par 398. Il y a trop de bruit. Donc on a le fait. Le cache. Ah, la dernière. Il est habitué maintenant. Donc M est égal à Q divisé par L fusion.
Là, ça sent la cacade. Et donc on fait l'application numérique. La même chose que tout à l'heure, ça. Et le quiz, ce sera exactement la même chose que tout à l'heure. Le masque pleure, mais pleure en silence. Et Brice, tu l'accompagnes pas, sinon. Mais il souffle tout le truc sur moi. C'est pas mon problème. J'ai bien raison. Regardez compte à la fin du cours. Exactement. Avec moyen. Alors, on a une énergie de 1,04 pour une énergie. Oh! Il savait toutes mes affaires. C'est pas mon problème. Oh, bah oui, bah. La punition était pour vous deux. Tu fais moins de bruit, toi, j'ai rien fait, moi. Tu fais moins de bruit. On n'est pas au tout. Mais là, On va arrêter les gars. et elle vaut combien? 399,6. 1800. Alors, qui me fait le calcul? Ça fait beaucoup. Je vais essayer. Moi, j'ai 26. Maïli, je te tais. Merci, monsieur. Merci, mec. Je vais vérifier pour C. Sors du champ de la caméra. Tout à fait, le résultat est juste. Oui, c'est très juste, monsieur. C'est très juste. Calculez le volume d'aluminium correspondant. Pareil que tout à l'heure. 7 € est égal à M sur V. Donc, V est égal à M sur V. Application numérique. Donc, on a 26 kg. La masse volumique de l'aluminium est à 2,7 puissance 3 kg par mètre cube. Et donc, on trouve 9,6 moins 3. Ceci conclut le chapitre sur les transformations physiques. Il n'y a rien de compliqué. Franchement, c'est un chapitre super simple. Et donc, on va aborder un chapitre un peu plus complexe. Les transformations chimiques. Et après, on fera le dernier type de transformation, les transformations nucléaires. Là, ça va faire boum. Transformation nucléaire. Ton masque, Jeanne. C'est toi qui t'aberre. C'est pas ça. Non, avant, monsieur, non. Il a fait avec moi. Oh, c'était tellement bien parlé. Non, c'était tellement bien. Voilà, Vergano a perdu tout ce qu'il avait gagné au deuxième trimestre. C'est la déchéance. Il a tout remisé à la roulette, il a perdu. Tout ça pour faire plaisir à Jeanne. Faut être prêt à tout. Hein. Ah là là, l'amour. En ligne, est-ce que vous avez des questions par rapport aux transformations physiques? Toujours pas. En fait, ça veut dire que bonjour. Non, je sais qu'Anna, elle a suivi. Arthur, peut-être pas. Si Inès, oui. Voici, il y a tout. Non, ça va. Non, il y a tous les sérieux et sérieuses là, qui sont là.
On va voir. Donc il n'y a pas de Paul. Oui, ça par exemple, il n'y est pas. Ça, j'étais sûr. Ah, prochain chapitre, on y va. Est-ce que tu veux? Tu fais même comme Vergano, tu prends rien. Là, c'est du cours, monsieur. Ouais. Ouais, là c'est du cours. Tout à fait, Manuel. Donc c'est le chapitre 7, les transformations chimiques. Et j'ai pas le feu. Ah, comme ça. J'en veux bien. C'est pour mon cours. Alors on va déjà voir comment est-ce qu'on modélise une transformation chimique. C'est 300 pages. Il y a trop de bruit. 2 fois. Merci. Modélisation et transformation chimique. Ça, c'est le grand 1. Comment? Alors, la dernière fois, dans le chapitre précédent, on a appris à modéliser une transformation physique. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour des transformations chimiques. Alors, qu'est-ce qui différencie une transformation chimique d'une transformation physique? Les molécules changent. Exactement. En fait, dans une transformation physique, par exemple, quand on a de l'eau qui bout, on passe de l'eau liquide à de l'eau gazeuse, forme de vapeur. Mais ça reste des molécules d'eau. Il n'y a pas de modification de la structure de la molécule. Donc c'est physique. Maintenant, dans une transformation chimique, on va changer les molécules. Donc, on va casser des liaisons covalentes que vous avez appris à gérer. On va transférer des doublés non liants vers d'autres molécules pour créer de nouveaux types de molécules. Donc, en 1, définition. Chapitre 6. Alors, une transformation chimique. Et le passage d'un système chimique. Donc, on va aussi définir un système chimique d'un état initial vers un état final. D'un état initial vers un état final. Et l'état final est bien entendu différent de l'état initial. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette transformation? Au cours de cette transformation, il y a des espèces chimiques qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Donc, au cours de cette transformation, des espèces chimiques disparaissent d'autres apparaissent. Cependant, il y a quelque chose qui est conservé. Qu'est-ce qui est conservé lors d'une transformation chimique? Le nombre d'atomes et quels atomes ça fait. Et donc, au final, plus précisément, si le nombre d'atomes, c'est vrai, il est conservé. La masse. La masse de votre système initial doit être égale à la masse de votre système final. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on a fait le sulfate de cuivre, quand on l'a déshydraté, on est passé d'une masse M1 à une transformation à une masse inférieure.
système fermé, quoi. Voilà. Les molécules d'eau se sont évaporées, et donc elles se sont échappées du système. Donc dans un système fermé, par contre, oui, la masse doit être conservée. Et donc ça, c'est important. La masse du système demeurant constante. Et non pas demeurée. Ouais. Et ça va être très important pour la suite, que la masse du système demeure constante. Alors, on va avoir certains types de définitions. On ne va pas dire l'espèce chimique qui apparaît ou l'espèce chimique qui disparaît. On va utiliser d'autres termes. Donc, on va maintenant voir ce qu'est la réaction chimique. Donc, petit 2, la réaction chimique. En fait, une réaction chimique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des réactifs qui disparaissent et des produits de réaction qui apparaissent. Et c'est encore symbolisé par une flèche. Sauf que là, dans la transformation physique, le réactif et le produit, ils étaient comment? Dans des états différents. Mais... Voilà, c'était la même chose, mais dans des états différents. Alors que là, et puis en plus, on n'avait qu'un réactif et un produit. Donc, une transformation physique, c'est quelque chose de très simple. Là, on va pouvoir mélanger plusieurs réactifs et obtenir plusieurs produits. C'est tout à fait possible. Donc, un réactif, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est des définitions vraiment à connaître. Un réactif, on va dire que c'est une espèce chimique, ça peut être une molécule, ça peut être un ion, ça peut être un atome. Donc c'est une espèce chimique dont la quantité de matière va faire quoi au cours de la réaction? Donc elle va diminuer. D'accord? Espèce chimique dont la quantité de matière diminue. Et donc sur le même principe, comment est-ce que vous définiriez un produit de réaction? C'est une espèce chimique dont la quantité de matière augmente lors de la... Très bien, tout bêtement. Un produit de réaction, c'est une espèce chimique dont la quantité de matière augmente lors de la réaction. Espèce chimique. Donc, la quantité de matière augmente lors de la réaction. Alors, il peut aussi y avoir dans vos réactifs, enfin, justement, ce ne sera plus des réactifs, il peut y avoir une espèce chimique dont la quantité de matière n'évolue pas. Comment on appelle ça? Comment on va qualifier cette espèce? Sa quantité de matière n'évolue pas. On va dire que l'espèce est spectatrice. Elle est là, elle existe dans le milieu réactionnel, mais elle n'intervient pas. Et ça, c'est le dernier type d'élément qu'on peut trouver dans une réaction chimique, dernier type d'espèce chimique. Donc, si la quantité de matière d'une espèce chimique n'évolue pas, ça veut dire qu'elle est constante, elle existe, spectatrice.
Donc, une espèce chimique spectatrice, c'est une espèce chimique qui existe dans le mélange réactionnel chimique, mais qui ne va pas intervenir. Et donc, on ne la fera jamais apparaître dans une équation de réaction chimique. Donc, avec ça, vous avez toutes les bases pour pouvoir commencer à comprendre comment est-ce qu'on va modéliser mathématiquement une équation chimique. Donc, c'est là-dessus que je voulais arriver. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, c'est fini. Donc, on va faire cette troisième partie, et à partir de là, on va faire des exercices. D'accord? On terminera le cours la prochaine. Et après, là, sur ce chapitre, on va faire énormément d'exercices. Ouais. On a cours avec vous demain? Non. Et pendant le confinement, on l'a bien eu. Hein. Oui, mais bon, je fais ce que je veux. C'est écrit, pas de cours, et pas de cours. Moi, je préfère avoir physique que l'histoire. Si tu veux, comprends. Alors, on se tait, ton masque sur le nez. Donc, petit 3, équation de la réaction. Alors, deux choses essentielles. Lors d'une réaction chimique, il y a, premier point essentiel, il y a deux choses qui se conservent. Désolé. Mais tu vas rejoindre Bergamo, on a deux cols aussi. C'est ça. Ah, j'ai pas des yeux. Non, les lunettes, c'est tellement cher. À Carrefour. Hein? Marcel, il est super sérieux. J'ai un objectif précis à ça. Tu te tais. Tu t'entends même plus parler. Tu t'auto-soules. Non, monsieur. Regardez, j'ai écrit tout le cours. Ah bah, et tout ce qu'il y a eu avant. Allez. Ne vous inquiétez pas. Oh non, mais ça, moi je m'inquiète pas, tu fais ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qui se conserve lors d'une réaction chimique? Là, c'est le nombre d'espèces. Alors ça revient au même au final. Donc on va parler justement d'abord conservation des éléments chimiques. Il y a conservation des éléments chimiques. Ça, c'est ce que vous avez vu au collège normalement. Je dis bien normalement. C'est-à-dire, si j'ai 5 atomes de carbone dans mes réactifs, dans mes produits, je dois retrouver 5 atomes de carbone. Si j'ai 6 atomes d'oxygène, je dois retrouver dans mes réactifs, je dois retrouver 6 atomes d'oxygène dans les produits. Ça, c'est ce que vous avez vu au collège. En fait, c'est incomplet. Il y a encore autre chose qui est conservée lors d'une transformation chimique. D'après vous. Et ça, c'est la nouveauté. Liaison. Sois plus précis. Les liaisons covalentes. Alors, c'est vrai, les liaisons covalentes, c'est vrai. Le nombre de liaisons doit être à peu près le même. On va voir qu'il y a des exceptions. Ça va être, en fait, le nombre de doublés doit être égal. Il y a une autre implication. On va regarder la charge électrique. Donc, il y a conservation des éléments chimiques. Donc, si vous avez
dans vos réactifs une charge globale qui vaut 3 charges positives. La charge globale de tous vos produits doit aussi être de 3 charges positives. Ça va être la tâche la plus complexe pour vous cette année. Ça va être justement d'équilibrer les charges. Mais ça, c'est compliqué. Vergano, ton masque. Jeanne, ton masque. Donc, conservation de la charge électrique. Et on va faire des exemples. Et après, exercice. Donc, s'il n'y a qu'un truc à retenir dans ce coup, C'est ça. ça. Dans une équation chimique, vous devez conserver le nombre d'éléments chimiques et vous devez conserver la charge globale de votre équation. Alors, les exemples. Donc d'abord, je vais faire un exemple où il n'y a pas de charge, on va rester assez simple. Par exemple, quand je mélange du méthane avec du oxygène, donc du méthane gazeux avec du oxygène, ben, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient du dioxyde de carbone gazeux et de l'eau gazeuse ou liquide. Monsieur, Ouais. le méthane, ça s'enflamme facilement ou Oui. pas du tout? Très instable. Alors, pourquoi cette réaction telle que je l'ai écrite, elle n'est pas correcte mathématiquement? Je crois qu'en termes d'hydrogène, on peut faire des atomes. Parce qu'il n'y a pas assez d'atomes d'oxygène dans les Voilà. produits. Vous ne respectez pas la conservation des éléments chimiques. Il y a combien de réactifs dans cette réaction? Il y a 2 réactifs. Le méthane et le dioxygène. Et il y a combien de produits? 2. Le dioxyde de carbone et l'eau. Maintenant, on va regarder. J'ai combien d'atomes de carbone dans mes réactifs en tout? Un seul. Il provient du méthane. J'ai combien d'atomes de carbone dans mes produits? Les carbones sont équilibrés. Bon, on passe à l'hydrogène. J'ai combien d'hydrogène dans mes réactifs? 4. Dans mes produits. Et donc là, il y a un souci. Il faut faire un truc. Il faut La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de rajouter des nombres entiers devant les réactifs et les produits. Vous n'avez pas le droit de rajouter des indices. Monsieur, on l'a déjà dit. Au collège, oui. Pas Au quatrième. C'est une équation finance. Bah, on peut mettre un 2 devant H2O. Ah, je mets un 2 ici. Bah, c'est vrai que 2 fois 2, ça me fait 4 atomes d'hydrogène. Je retrouve bien les 4 atomes d'hydrogène que j'avais au départ. Mais il faut encore que je vérifie est-ce que mes atomes d'oxygène sont équilibrés. J'en ai combien dans les réactifs? 2. Dans les produits? 4. 2 et 2 fois 1, 2, donc j'en ai 4. Et j'en ai que 2 à gauche, donc qu'est-ce que je fais? Un petit 2. Et là, mon équation est équilibrée. Donc ça, normalement, vous avez dû déjà le voir au collège. Ben, j'ai compris maintenant, mais pas avant. Ah, bien entendu, on va faire des trucs un petit peu plus complexes. Alors, on va en faire une deuxième. Chut. Vergano, tu laisses Maï tranquille. Tu les veux toutes, hein? Tu les veux, tu collectionnes quoi? Celle qui me Oui, t'as ton beurre, c'est bon, on a compris. Et celle qui me parle. Ton masque, Paul! Et continue, blablabla, blablabla. Et ouais. On est foutu. Donc, deuxième équation, on va faire réagir du zinc. Le zinc, un élément solide, avec des ions H sous forme aqueuse. Et ça donne des ions zinc plus du dihydrogène gazeux.
Est-ce que du point de vue des éléments chimiques, cette équation est équilibrée? J'ai combien d'atomes de zinc dans mes réactifs? Paul? Ben, c'est bon, il y en a un. Non, tu réponds à ma question, il y en a un. Dans mes produits, il y en a combien? Un. Un aussi. Dans mes hydrogènes, on est combien à gauche? Un. Un. À droite? 2. Donc ça va pas. Donc il faut rajouter un 2. Ok. Admettons que je ne me serais pas intéressé à ça. Quelle est la charge globale de mes réactifs? Mais de combien positif? De 2. Pourquoi 2? De 1. Un seul? Là, le zinc est neutre. H porte une charge positive. Donc au total, j'ai une charge positive de plus 1. Oui ou non? Oui. Alors qu'ici, dans mes produits, ma charge globale est comment? De plus 2. Donc j'ai un déséquilibre de charge. Donc ça ne va pas. Pour équilibrer les charges, j'aurais mis un 2 ici. Et en fait, le fait de rajouter le 2 devant le H+, ça équilibre à la fois les atomes d'hydrogène, à la fois les charges. Ça, c'est une solution. Ça, c'est une solution. Ouais. Alors, quand tu mets en forme aqueuse, ça veut dire que tes ions sont en solution. On avait vu qu'on avait fait. Voilà les deux types de réactions qu'on va devoir étudier. Donc à partir de maintenant, on va se faire un petit exercice. Ça va être un peu facile. Vous allez faire le 6. Page 153. Ah, c'est tout suivi. Là, c'est dégueulasse. Bon, si c'est ça, oui, un peu. 6 page. Dans cet exercice, on vous donne le début d'une réaction, on vous dit l'aluminium sous forme solide, plus les ions aqueux, donne des ions aluminium, plus l'hydrogène égal. À vous d'équilibrer cette équation. Allez, à vous. Donc là, il y a les atomes, il y a les charges. Alors, non. Ah. En plus, c'est vrai. Je comprends. Alors, qui va réussir à l'équilibrer celle-là? Tu l'as écrite? Oui. Arrête. Non. Parce que c'est faux. Je cherche à comprendre pourquoi c'est faux. Ah, c'est un de moins, non? J'en sais rien. Tu n'as pas équilibré. Dans ton équation, là, tu as 3 atomes d'aluminium dans tes réactifs, tu n'en as qu'un. Monsieur. Là, j'ai expliqué, tu veux conserver le même nombre d'éléments. Oui, ça j'ai compris. Mais Bah, alors, c'est ça. Il y a combien d'atomes d'aluminium à gauche, il y en a combien à droite? 3, Il y en a qu'un à gauche, il y en a qu'un à droite. Il y a eu 3 plus. C'est pour les charges. Le 3 plus sur l'ion aluminium, c'est pour dire qu'il est chargé de 3 charges positives. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 atomes d'aluminium. C'est parfait. Alors, tu me fais l'exercice 5. Fais-moi le 5 avant. Eh, mais j'ai compris.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis sage, hein. À deux qui ont trouvé. Monsieur Briche m'étonne. Bah alors fais-le. Ton cours, t'as fait un petit peu. Hein? Ton masque! Comme là, ça fait 3, regarde. Non, là c'est pour les charges. Comme ça, c'est pareil. Et pour là, ça va être 2 fois 3. Oui, c'est le 5. En fait, je comprends pas. La tête. Toi, tu fais rien, arrête la vomir. Monsieur, je comprends pas pour là. Charge négative. Bon, bah voilà. Ici, il y a aussi 6 charges négatives. Donc ici, il faut prendre les deux atomes négatifs. Les charges, ça, je réponds à la Maxime. Mais, le son ici. Non, t'as pas le droit. Vous n'avez pas le droit de toucher les exposants ou les indices. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de rajouter des nombres entiers devant les éléments. Est-ce que les nombres ils peuvent être négatifs? Monsieur, est-ce que les nombres peuvent être négatifs? Non, pas de nombre négatif. Oh, bon. C'est l'exercice. C'est-à-dire que non, en électron. Donc, tu as mis 6 pour équilibrer. Donc, 6 électrons pour aller. Voilà, donc tu as 6 charges positives. Donc, il faut qu'il y ait aussi 6 charges positives de ce côté-là. Donc, ici, tu avais 3 charges positives. Ah, le 6, c'est les programmes, et après, il y a des possibilités. Ici, tu mets toi, tu as 6 charges positives. C'est bon. Mais du coup, tu as 2 atomes d'azimètre. Tu vas mettre ici pour avoir 2 atomes d'azimètre. En fait, déjà, tu fais comme ça pour avoir le même nombre là. Et après, comme il y a C'est terminé. Vous avez terminé? il y avait un 6 ici, ça fait 6 fois. J'ai fait le 5. Monsieur, Le temps de voir. Donc, être oui, allez. là, Monsieur, on n'a pas mettre juste des charges négatives. Non, t'as pas le droit de toucher aux charges. La seule chose que vous pouvez rajouter, c'est des nombres. Là, là, là et là. Vous avez le droit à rien d'autre. Il va forcément rajouter un but. C'est cool. il m'a dit qu'il me manquait un. Oui, non, mais il manque les solides. Ah oui, il manque les états. Manu, merci, tu m'as fait comprendre. Là, et ça arrive là, donc la chaise. Non, merci. Alors, comment on transforme ça?
On donne la réponse, on écoute. On se tait. Oui, mais moi j'attends que tu te taises. On masse sur les oreilles. Donc, j'ai combien d'atomes d'aluminium dans les réactifs? 1. J'ai combien d'atomes d'aluminium dans les produits? Donc c'est bon. J'ai combien d'hydrogène dans les réactifs? 1. J'ai combien d'hydrogène dans les produits? 2. Qu'est-ce que je fais? Mais attendez, monsieur, quand j'ai fait ça, il m'a dit On met 2. Sauf que là, on a équilibré les atomes, les éléments chimiques. Qu'est-ce qu'il faut aussi s'assurer? La conservation de la charge électrique. Quelle est la charge globale à gauche dans les réactifs? J'ai 2 plus. Oui ou non? Quelle est la charge globale dans mes produits? Donc vous voyez bien que là, la charge n'est pas équilibrée. Elle n'est pas conservée, donc il y a un problème. Comment faire pour équilibrer cette charge? Jeanne. Alors, là, on a 2 charges positives, là, on en a 3. Il faut trouver le multiple commun entre 2 et 3. C'est quoi? 6. Comment faire pour obtenir 6 charges positives de chaque côté? On fait 2. 2 là, à droite. À droite, c'est vrai, si je fais un 2 et là, qu'est-ce que je devrais faire? 6. Là, j'ai combien de charges globales dans mes réactifs? 6 plus. Combien de charges globales dans les produits? 2 fois 3, 6. C'est équilibré. Mais le problème, c'est que là, j'ai déséquilibré mes éléments chimiques. J'ai 6 atomes d'hydrogène à gauche et j'en ai que 2 à droite. J'ai un atome d'aluminium à gauche et j'en ai 2 à droite. Que faire? Ben pour qu'il y ait le même nombre d'atomes, déjà on met un 2 pour l'aluminium. Non, mais. Là, par exemple, il y en a 2. Quoi? Mais je vous embête pas là. Si, tu m'embêtes! Ils s'en rendent même pas compte en fait. Voilà, elle va retomber la vision là. D'accord? C'est même plus ce que c'est. Maëlie, ton masque! Donc, j'ai un atome d'aluminium à gauche, 2 à droite, bah là je mets un 2. J'ai 6 atomes d'hydrogène à gauche, j'en ai 2 à droite, qu'est-ce que je fais? Et en fait, en ayant fait ça, je n'ai pas touché à mes charges, j'ai toujours 6 charges positives à gauche, 6 charges positives à droite. Et j'ai en plus équilibré mes éléments chimiques. Donc dans ce cas-là, l'équation chimique. Monsieur, le 5, on a eu le 3. Oui. Donc, ce qu'on va faire pour la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, vous me faites les exercices 10 pages 150. Donc, c'est pour lundi. Le 10, page 153. Et le 11, page 150. Et je vous rappelle que pour vendredi, vous avez le quiz sur les transformations. Et vous pouvez ranger les Allez, je mettrai le cours en ligne dès que je peux. Ils m'ont même pas dit qu'à un moment ça avait bugué.
Hop, oh.